Bien, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue au Presse Club. Son président Nelson Montfort, sa directrice déléguée Isabelle Bourdet, qui est ici dans la salle, et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour ce grand débat. Ce soir, nous accueillons Pierre Gattaz, le patron des patrons, encore que ce n'est pas forcément une jolie formule, plutôt le patron du MEDEF, le dirigeant du MEDEF et chef d'entreprise par ailleurs, qui va nous parler de l'actualité, de son actualité et de celle de la France, bien sûr, et de ses propositions. On va débattre pendant 1 heure. Vous aurez la possibilité à un moment de poser un certain nombre de questions, celles que vous souhaitez à Pierre Gattaz. Sachez également que nous sommes en streaming, que donc c'est transmis en direct sur Internet et que nous aurons peut-être également des questions d'internautes. Alors Pierre Gattaz, on va tout de suite commencer avec l'actualité qui est assez chaude depuis quelques jours. On va parler d'Alstom. Oui. Je vous demandais de réagir on est dans une espèce de tempête politico-économico-sociale, médiatique. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce qu'on est dans une tempête plus politique ou plus économique? C'est une tempête très politique en fait. On s'aperçoit, si vous voulez, que c'est une société Alstom qui, depuis quelques années, notamment à Belfort, explique à tout le monde, directement ou indirectement, qu'il y a un problème de commande à terme. Donc ce sont des gens qui font des locomotives de marchandises et des TGV. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas eu une commande de TGV et 10 ans qu'ils n'ont pas eu une commande significative de locomotives de marchandises. Bon, tout le monde le sait. Et d'un seul coup, alors, il y a une procédure, ils ont lancé une procédure de réorganisation, de restructuration, qui est très cadrée, comme vous le savez. Et j'entends les politiques dire « j'en étais pas au courant ». Ben oui, c'est normal, parce qu'il y a délit d'entrave si vous communiquez sur une restructuration. Donc déjà, la loi vous empêche de communiquer. Si vous le faites, vous êtes foutu. Donc on ne peut pas communiquer. Enfin, en même temps, l'État fait partie oui, mais en priorité, vous devez communiquer aux IRP, en fait, aux instances du personnel. Deuxièmement, si vous voulez, ce que je vois, c'est que c'est quand même... Donc il n'y a pas d'effet de surprise. Ce que je vois, c'est que c'est une entreprise qui débute un processus de réorganisation. Et j'attends plutôt... donc il y a un problème de commande. Alors soit, en effet, il y a des commandes qui, miraculeusement, qu'on retrouverait de la RATP, de la SNCF ou d'ailleurs, et tant mieux et bravo. Mais ce que je crains, c'est des commandes artificielles. On ne va pas recréer des commandes artificiellement de la RATP et de la SNCF qui ne serviraient à rien et que nous paierions par nos impôts, en fait, quelque part. Donc, si vous voulez, il y a un problème de marché, de commande. Moi, ce que j'attends des politiques, des élus, du gouvernement, c'est de la sérénité, c'est du calme, c'est de dire on a un problème avec un site de 400 personnes. Comment déjà on peut laisser aller le processus de discussion avec les syndicats, avec le personnel, pour voir s'il y a un avenir à ce site, s'ils peuvent le transformer dans un site de maintenance, de service, ce qui est une option qui n'est pas complètement à évacuer aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. Et puis en effet qu'on accompagne les gens qui risquent de perdre leur travail ou d'être obligés de déménager. Parce qu'il n'y a pas à ce stade de licenciement sec. Il y a possibilité pour ces personnes-là d'être recasées dans un autre site, certes qui est à 150 ou 200 km de là, ce qui pose des problèmes de logement, ce qui pose des problèmes familiaux. Et ça, je comprends parfaitement. Donc, si vous voulez, on est dans un monde où tout bouge, où on ne peut plus garantir l'emploi à vie à nos salariés au même endroit. Donc, je crois qu'il faut accepter cette mutation du monde. Le marché ferroviaire est un marché où des pays achètent des locomotives, des TGV, mais veulent absolument de la production locale dans le pays. En même temps, c'est un peu logique. C'est difficile de livrer des locomotives à l'autre bout du monde ou aux États-Unis comme c'est le cas. Je crois que, si vous voulez, moi j'ai vu des postures, des coups de menton, des rodomontades, et je trouve que il faut. Mais alors, est-ce que c'est des postures et des coups de menton qui n'ont pas quand même leur efficacité? Parce que là, ce soir, là, il y a moins d'une demi-heure, la direction d'Alstom dit « Ah oui, alors peut-être que finalement, il y a peut-être un avenir pour Belfort, il faut qu'on discute. » Puis d'ailleurs, on a décidé de discuter avec le gouvernement. Donc est-ce que finalement, ils n'ont pas eu raison de donner des coups de menton comme vous dites? Je ne veux pas me mettre à la place de la direction de l'usine de Belfort. Ce que je sais, c'est qu'un site, une entreprise qui n'a pas de commande depuis 5 à 10 ans significative et qui sait qu'ils vont être obligés de restructurer, de s'adapter, en l'ayant plus ou moins dit, je dirais quand même, en le laissant filtrer et en faisant cette procédure, on ne se réveille pas comme ça d'un seul coup pour dire il y a un problème, c'est scandaleux, on va bloquer. Parce que c'est ça le problème, c'est bloquer une adaptation d'un site, c'est totalement contre-productif. Je ne vois pas comment on peut bloquer l'adaptation nécessaire. Par contre, qu'on s'occupe des salariés, qu'on s'occupe de nos salariés fondamentalement, des gens qui vont avoir des problèmes de retrouver un job. Mais là, en plus, c'est plus le problème de faire 200 km en effet. Donc les problèmes de logement, les problèmes de famille.
Mais est-ce que le gouvernement a raison d'intervenir dans ce dossier? Mais écoutez, si on commence à au-delà des 20% qu'il possède dans Alstom. Si vous voulez, moi je crois qu'il faut être très, très serein. C'est dans les fonctions régaliennes de l'État, je comprendrais que sur des sujets très régaliens, eh bien, ils interviennent, et surtout s'ils sont majoritaires dans les entreprises, oui. Mais lorsqu'on est sur une entreprise qui est plus dans une fonction régalienne, qui est soumise à une mondialisation de l'économie, on le sait très bien, où l'État a 20%, et donc ils sont au courant inévitablement de tout ce qui se passe. Donc arrêtons les postures politiciennes, voilà ce que je dis. Et il faut laisser travailler les gens, et par contre s'intéresser en effet, soit à repositionner le site, ce qui va être fait dans les prochains mois. Alors voilà, je pense que les gens ne licencient pas pour licencier, donc je trouve que ces postures-là, c'est très contre-productif pour l'entreprise Alstom, pour les salariés d'Alstom, pour l'attractivité de notre pays. Vous vous rendez compte, vous trouvez qu'il y a un problème de mobilité en France, que c'est un problème qui peut peser justement sur le chômage? Je voudrais juste finir avec ce que je demande, si vous voulez, au gouvernement et aux élus et aux politiques de tous bords, qui se sont exprimés parfois avec violence, en disant nous les bons politiques, vous allez voir ce que vous allez voir, et les méchants patrons, comme d'habitude en France, si vous voulez. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on demande à nos élus, aux politiques? Qu'ils nous laissent bosser, un. Deuxièmement, qu'ils rendent attractif l'entreprise France et la compétitivité de la France. Parce que si on est attractif, si on est compétitif, si on a un marché du travail qui permet cette adaptation et cette mutation, qui sont, et je reviendrai longuement sur ce sujet-là, qui me passionne pour le pays, si on s'occupe de l'employabilité de nos salariés, dans un monde qui bouge, nos salariés, on ne peut pas leur garantir l'emploi à vie. Ils auront peut-être plusieurs métiers. La révolution numérique va arriver. Donc il y a un problème d'employabilité tout le long de la vie et un problème de mobilité, en effet. Donc c'est ça. Et puis ensuite, il faut que le gouvernement, les élus, les politiques nous reparlent d'une vision pour la France. 2020, 2025, 2030. C'est pas possible de gérer la France comme ça. Justement, c'est ça qui est effrayant. C'est à la petite semaine, boum, il y a une usine qui doit faire un plan de restructuration et on va bloquer, c'est scandaleux, etc. Mais attends les gars, vous avez regardé l'évolution du marché ferroviaire, du marché des locomotives, des marchés des TGV. Vous avez regardé et il y a un besoin d'adaptation. Donc je dirais, il ne faut surtout pas bloquer, il faut comprendre, il faut accompagner, il faut discuter. On est dans la confiance, on est dans le dialogue et on est à 5 ou 10 ans pour un site comme ça. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et comme ils ne l'ont pas fait depuis des années, moi je pense maintenant qu'il faut vraiment revenir à une vision de la France. Je reviendrai, c'est l'objet de mon bouquin. Alors justement, les politiques, vous en parlez, il y en a un certain nombre qui vous ont rendu visite aux universités d'été du MEDEF, il y en a qui ne sont pas venus. Bah écoutez, voilà. On a invité les candidats en effet. Oui, et un ministre de l'économie qui a démissionné juste avant. Oui, alors, il était malheureusement ministre de l'économie et pas encore candidat. Donc il était dans une sorte de trou noir. Et malheureusement, il n'a pas pu venir ni comme ministre de l'économie, ni comme candidat, puisqu'il n'était pas encore. Alors, qui vous a convaincu? Bah, écoutez, ce dont je m'aperçois, c'est que, moi, je veux dire, je reste optimiste sur le pays, sur la France, pour 4 raisons. Je vois une majorité de gauche qui a commencé à nous parler de simplification du Code du travail, qui nous a parlé d'inversion de la hiérarchie des normes, qui a mis en place un pacte de responsabilité, donc une politique de l'offre. Donc, moi, quand on me dit est-ce que c'est un quinquennat pour rien, je dis non, c'est un quinquennat qui a permis de faire évoluer les esprits à gauche. Et bravo, vers l'entreprise, vers une politique de l'offre, de mieux comprendre ce que c'est que l'économie, la mondialisation. Et la pression fiscale a baissé, les charges sociales ont baissé. Ce que je peux regretter, c'est que les mesures n'ont pas été jusqu'au bout. La loi El Khomri a été détricotée, alors qu'elle partait de façon tout à fait intéressante pour l'économie française. Le pacte de responsabilité, on avait parlé de 41 milliards. Aujourd'hui, la phase 3, qui devait supprimer ce fameux impôt qu'on appelle la C3S, qui est un impôt qui frappe le chiffre d'affaires. Donc vous avez fait 1 euro de chiffre d'affaires, vous n'avez même pas fait des profits, vous voyez, vous êtes déjà en train d'être taxé. Donc ça, c'est très français. Enfin, au global, quand même, la pression fiscale et les prélèvements ont fortement baissé pour les entreprises. Écoutez, on a pris une augmentation d'impôts de l'ordre de 30 milliards entre 2012 et 2014. Il y a eu une pression fiscale incroyable. 30 milliards sur la figure, qui fait que nos marges, qui sont l'excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, est à 28%. La moyenne européenne est à 39%. Donc vous vous rendez compte, quand vous avez des marges aussi faibles, ce qui était le cas de la France, vous ne pouvez pas exporter, vous ne numérisez pas, vous n'embauchez plus, vous ne prenez plus d'apprentis, vous n'exportez pas, vous ne faites plus rien. Vous jouez aux écureuils, c'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, le pacte de responsabilité a permis d'enlever cette bosse. Enfin, en même temps, il y a un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus faible depuis 16 ans, je crois. Et d'améliorer. C'est quand même impressionnant. Pardon ? Vous avez un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus faible depuis 16 ans.
Un prélèvement obligatoire qui est le plus faible en relatif, mais qui est le plus élevé d'Europe. La pression fiscale sur les entreprises... On compare quand même... la gauche a fait des choses que la droite n'a pas faites. Mais je dis, la bosse de 30 milliards de plus que nous avons pris sur la figure a été résorbée. Ce que l'on voit dans nos marges, qui se sont améliorées de 28% à 32%. Je rappelle juste que les marges allemandes sont à 41%, donc 11 points de plus, et que les marges, 9 points de plus, pardon, et que les marges européennes sont autour de 40. Donc on a fait un bout du chemin. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Et on a encore 90 milliards d'écart de compétitivité avec les Allemands. Donc il faut continuer ce pacte de responsabilité. Il faut continuer de le faire en baissant les dépenses publiques françaises de fonctionnement. Donc vous êtes plutôt pour que François Hollande continue le prochain quinquennat. Je continue. Le malheur que nous avons, c'est que quand vous avez des bonnes nouvelles comme ça qui vont dans la bonne direction, les mesures ne vont pas jusqu'au bout. Je l'ai parlé de la loi El Khomri, qui partait d'un bon sentiment, de déverrouiller le marché du travail, de plafonner les prud'hommes, de donner des mesures de facilité aux TPE-PME, de s'adapter. Donc tout ça a été complètement détricoté par une version 2, version 3, version 4, version 5. Donc c'est une loi pour rien. Pour les TPE-PME, ça ne sert à rien. Et vous arrivez avec une petite complexité supplémentaire. Et après, vous avez des systèmes, des zigs et des zacs horribles. On vous met le pacte de responsabilité d'un côté, bravo, formidable, génial, vous avez compris qu'on a une pression fiscale, et on vous impose un système de pénibilité, qui est un système démoniaque. Alors, on n'est pas contre la pénibilité, de façon générale, de dire qu'il y a des salariés qui sont dans des travails pénibles toute leur vie, etc., dont il faut tenir compte. Mais pas avec le système ubuesque, technocratique, bureaucratique, qu'ils ont mis en place. Et donc, ce système est totalement inadaptable. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez des bonnes choses, de l'autre côté, eh bien, on vous remet des contraintes et des choses extrêmement difficiles et coûteuses à mettre, qui ont été mises en place. Vous n'avez pas peur qu'à un moment, on finisse par dire, surtout si on regarde par exemple sur la pression fiscale qui a donc quand même fortement baissé pour les entreprises pendant qu'elle augmentait fortement pour les ménages qui payent l'impôt, vous n'avez pas l'impression qu'à un moment, on finisse par se dire, mais finalement, est-ce que le patron du MEDEF ou le patronat, pour reprendre, voilà, a pas un peu tendance à pleurer la bouche pleine? Mais non, ce sont des chiffres, c'est des maths. Quand vous avez des taux de marge mesurés à 32% et que les autres copains à côté sont à 40%, il y a 8 points de marge de différence. Ces points de différence, c'est de la rentabilité. Quand vous n'êtes pas rentable ou faiblement rentable dans une économie française, parce que vous avez une pression fiscale démoniaque, condamnée de tous, toutes les analyses le montrent, les plans Rexecode, les IFRAP, la Cour des comptes, 57% du PIB en dépenses publiques de fonctionnement, nous sommes les champions du monde quasiment. En tout cas les champions d'Europe avec, je crois, le Danemark ou un autre pays. La moyenne européenne est encore à 50%. Les Allemands sont à 45% de PIB. Eh bien, si vous voulez, quand vous vivez au-dessus de vos moyens, ce qui a été le cas depuis 30 ans, les fameuses 30 piteuses de Nicolas Babrouez, on y est. Et j'espère qu'on va s'en sortir. D'où le sous-titre de mon livre, comment construire les 30 audacieuses. Mais tout ça pour vous dire, si vous voulez, ce que je dis, c'est pas d'être pleurnicheur, je voyage dans le monde entier depuis 25 ans, je vois mes clients dans le monde entier, j'ai réussi à garder, c'est ma plus grande fierté, 4 usines en France, et j'en ai même créé une 5e. Tout ça en développant l'exportation qui représente 90% de mon chiffre d'affaires. J'étais tous les 15 jours à l'étranger. Qu'est-ce que je vois à l'étranger? Je vois des gens qui se sont réformés. Je vois des Chinois qui ont lancé l'économie socialiste de marché dans les années 98. Deng Xiaoping. Je vois des Singapouriens qui n'avaient rien, qui sont partis. Vous ne pas à vous entendre citer Deng Xiaoping. Mais Deng Xiaoping, pour moi, c'est un type qui a... Alors, la Chine est un modèle économique intéressant. C'est pas encore un beau modèle social, je dirais, mais quelque part, si vous voulez, c'est 1,3 milliard individus qui ont réussi à créer une classe moyenne, à faire un moteur économique absolument incroyable. Bien sûr, il y a des tas de problèmes de droits de l'homme, de pollution que vous connaissez tous, mais je dirais qu'ils ont, ils ont fait une mutation vers l'entreprise, la liberté d'entreprendre, l'innovation. On peut devenir riche, on célèbre les réussites. Mais attendez, c'est incroyable. Il n'y a qu'en France, si vous voulez, vous êtes scotché dans une sorte de culture de vers le bas, de ne pas aimer les réussites, alors à part les réussites scolaires, ce qui est surprenant d'ailleurs, ou sportives. Jusqu'à 18 ans, on vous dit il faut que tu passes ton bac, et bien après, il faut que tu aies ton master, ou ta licence, ou ta machin, ou t'emmerdes pour la réussite. Et dès que vous êtes sorti de l'éducation nationale, alors là, c'est pour plus réussir. C'est quand même extraordinaire, complètement schizophrénique.
Vous avez l'impression qu'en Allemagne, par exemple, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que quand vous regardez, ensuite, il y a des tas de chiffres, si vous voulez, que vous pouvez regarder. Nous sommes avec un taux de chômage à 10%, et je crois que c'est le chiffre qui me choque le plus en France. Vous avez la dette à, je dirais, un an de PIB, 2000 milliards, vous avez un déficit à 3, quelques %. Mais le plus choquant pour moi, c'est le chômage autour de 9,6% exactement. Et un chômage des jeunes à 25%. C'est encore plus scandaleux. Et un chômage dans certains quartiers des banlieues à 40 ou 50%. Mais c'est une bombe atomique, ce truc-là. Et c'est pour ça, si vous voulez, que si vous reprenez juste ce chiffre-là, le chômage, ça introduit de la détresse. Ça introduit des jeunes qui sont, je dirais, qui restent, qui végètent pendant des mois, voire parfois des années. C'est 150 000 décrocheurs par an de l'éducation nationale. Ça, c'est un autre chiffre que je trouve effrayant. Et le chômage, c'est aussi, je dirais, des problèmes de déficit, des comptes sociaux. Bon. Donc, il faut s'occuper de ça. Et c'est pour ça que mon combat principal pour la France, c'est de dire ce que j'ai redit. C'est de créer 2 millions d'emplois. Mais c'est le plein emploi. C'est le plein emploi. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, si vous voulez, c'est que j'essaye et je le fais, je demande maintenant à tous les candidats que je vois, droite et gauche, et tout le monde, et aux partenaires sociaux, enfin, pour les programmes en tout cas, il faut se fixer un objectif qui est, basiquement, d'atteindre le plein emploi. Alors, j'ai associé ça à la forte croissance, parce que forte croissance devra aider, mais c'est une conséquence. Pour aller de 10% à 6%, oui, manque de peau, c'est 2 millions d'emplois. Ça fait 2 millions d'emplois. Ça fait 2 millions d'emplois, vous. Non, mais avant vous aviez un PINS 1 million d'emplois. Je suis très impertinent. 2 millions. Non, mais le PINS, c'est quoi Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'injonction, mais on n'est pas dans l'injonction. Dans la vocation. Non. Si vous voulez, il faut savoir. La présidentielle maintenant passe de 1 à 2 millions d'emplois. Est-ce qu'on veut sortir le pays de l'ornière? Moi, quand je discute avec mes salariés, quand je discute avec les gens que je croise dans la rue, tout le monde en a marre. Mais tout le monde en a marre. Quand je vais à Shanghai ou à Pékin voir nos jeunes entrepreneurs ou expatriés à Londres, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils me disent, les gars? Ils me disent, M. Gattaz, mais vous croyez qu'on va s'en sortir? Mais vous croyez qu'on va accepter les réformes? Et vous croyez que la France va s'en sortir? Moi, je vois une détresse et une panique maintenant. Des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Et quand vous voyez la France de loin, de Singapour, de San Francisco, de Londres, de Pékin, mais vous dites, mais on est complètement malade. Donc, alors, attendez, est-ce que je peux mettez quand même un petit peu tout sur le dos de l'État. Quel est votre rôle à vous Mais attendez, mon rôle à moi, c'est de dire, c'est possible. Parce que quand j'ai pris Radial en 92, j'avais 70 millions d'euros, je l'ai monté à 300. J'étais à 50% d'exportation, je l'ai monté à 90%. J'avais 4 usines en France et 1000 personnes. Je suis à 900 personnes. J'ai maintenant 5 usines avec 1500 personnes et 3000 au total. Je fais une rentabilité pas trop mauvaise et j'ai pas de dette. Bon, tout ça en France. Mais attendez, j'ai fait tout ça à partir de la France. Mais ce que j'ai vu entre-temps, j'ai vu tous mes concurrents partir, patrimoniaux. J'ai vu des ETI patrimoniales fuir la France, partir, se vendre. À cause de l'ISF en particulier, qui est un de mes combats, parce qu'il y en a marre de voir des familles industrielles patrimoniales qui, pendant 20 ans, ont été touchées par l'ISF. Il y a eu les lois Dutreil en 2003, heureusement. Mais ça continue. Si vous voulez, mon combat, c'est la révolution culturelle, économique de la France. Elle doit être durable. Il y en a marre d'entendre les rapports de force entre patronat et syndicats. Il y en a marre d'opposer toujours le patron contre nos salariés. Il y en a marre d'entendre ces petites phrases politiques qui détruisent la motivation. Sur le rapport de force entre patronat et syndicats, c'est vous qui avez quitté la table des négociations sur le dialogue social. Je vous en parlerai. Mais tout ça pour vous dire, si vous voulez, ce que je vois, c'est qu'on a un immense pays. On est admiré encore du monde entier. On est attendu par les Chinois. On est attendu par les Africains qui nous disent, M. Gattaz, on ne vous voit plus les Français, là, vous êtes où? En Chine, on voit les Allemands, on voit les Suédois, vous êtes où les Français? Alors quand je me retourne auprès de mes pairs, qu'est-ce qu'ils me disent, mes TPE, PME et ETI? Ils disent, M. Gattaz, avec les marges qu'on a, moi je ne peux pas exporter. Je ne peux pas me payer une semaine en Chine. Oui, mais alors, il y a très longtemps, quand l'Europe a commencé à s'exporter vers la Chine, les Allemands ont été effectivement en tête de cortège, si j'ose dire, parce qu'il y avait les grandes entreprises allemandes qui prenaient des PME et des TPE avec elles, qui leur disaient, venez, on va partir en groupe et on va aller tous s'installer en Chine. Oui. Pourquoi est-ce que les entreprises françaises n'ont pas fait la même chose et ont pris un tel retard? Écoutez, j'ai vécu la fin des 30 glorieuses françaises et le début et toutes les 30 piteuses. Donc, si vous voulez, je suis un témoin de ce que nous avons fait collectivement
J'étais dans l'électronique chez Dassault Électronique à l'époque, jeune ingénieur, etc. J'ai vu une France qui gagnait, une France du numérique, une France des télécoms, une France qui a inventé le Minitel, le GSM, le Concorde et tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, d'innovation formidable, une fierté française extraordinaire. Et après, j'ai vu... alors je ne voudrais pas dire que ça commence en 81 parce qu'on va me dire tu es un anti-mitterrandiste primaire. Non, je pense que on a fait autre chose pendant que les autres en effet se réveillaient. Et je pense que si vous voulez, la rupture est autour de 80 et l'entrée de la Chine dans la mondialisation. Mais quand vous dites on, c'est nous tous, la société, les entreprises, tout le monde. Mais bien sûr, on est tous responsables. Bien sûr. Ne croyez pas que les patrons ne sont pas responsables, nous sommes tous responsables. Par contre, ce que je vous dis juste, c'est que nous avons malheureusement, depuis 30 ans, mal interprété la mondialisation de notre économie. Je sais que les Chinois, les Allemands par exemple, ont dit un raisonnement très simple. Il y a 1,3 milliard d'individus en Chine. Il y aura peut-être 5% de riches, très riches, et, ou 2%. Il y aura une grosse classe moyenne qui fera peut-être 200, 300, 400 millions d'individus. Ils voudront des Audi, des BMW, des Porsche. Donc du haut de gamme. Bon. Et nous, on a fait entre-temps des voitures Dacia, etc. Moi, j'adore les Dacia, mais quand vous vendez une Porsche à 100 000 euros, vous avez 10 à 15 ou à 20 000 euros de marge. Quand vous vendez une Dacia, vous avez 1 000 euros. Donc si vous voulez, c'est la différence en effet. Je crois que malheureusement, et malgré M. Perfit, formidable personnalité qui a écrit Quand la Chine se réveillera, nous n'avons pas bien compris la mondialisation, je dirais, du monde, de l'économie, et nous n'avons pas mis l'entreprise au cœur du moteur nucléaire de cette économie qui aurait pu nous apporter croissance, innovation, richesse et emploi. Alors comment est-ce qu'on peut le faire 30 ans maintenant après, je suis désolé, si vous voulez, c'est pas encore cranté dans les milieux. Ça prend. J'étais en train de vous dire qu'il y avait quelques bonnes nouvelles. À gauche, il y a eu un virage que j'ai qualifié d'entrepreneurial qui s'est passé. J'espère qu'il va être cranté dans la durée. Et à droite, je vois que des tabous sont tombés. Quand, il y a 3 ans, j'étais le seul à parler de la suppression de l'ISF. D'ailleurs, université d'été du MEDEF, quand je suis arrivé, mon ami Christophe de Margerie m'a remis dans mes buts en disant « Pierre, c'est pas normal, le MEDEF ne devrait pas s'occuper de ça ». J'ai vu tous mes concurrents, 20 concurrents patrimoniaux de Radial, tomber, se vendre et partir. Donc il ne faut pas me dire que c'est une anecdote. C'est faux. Ça dénote ce truc-là, qu'une fiscalité, elle est soit incitative, motivante, pour que les gens restent, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils investissent, soit c'est un épouvantail et vous partez. Et moi, je vois des tas de gens qui partent encore aujourd'hui. Donc il faut arrêter avec cette fiscalité politique, politicienne, démoniaque. Il faut faire une fiscalité incitative et motivante. C'est pour ça que le plein emploi est formidable. Le plein emploi, si vous êtes dans cet objectif-là, et si tous les candidats disent « moi, je m'engage », je prends comme objectif, on ne peut pas s'engager sur le plein emploi, je prends comme objectif d'aller avec vous tous, avec les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs, les équipes, c'est d'aller vers le 6%. Voilà. Et bien voilà ce qu'on va faire. Et quand vous posez cette équation-là, vous arrivez forcément immédiatement sur l'entreprise. C'est les entreprises qui créent l'emploi. Et vous arrivez ensuite sur les galères des entreprises. Fiscalité, 1. Il faut qu'elle soit simple, stable, motivante, compétitive par rapport à l'Europe. Là, le social. Si vous faites de fortes croissances et que vous ne modifiez pas le marché du travail, c'est mort. Il faut qu'on n'ait plus peur d'embaucher en France. Je vois tous les jours des chefs d'entreprise tout seuls. Ils sont tout seuls. Voilà. Moi, j'en ai vu un encore ce week-end. Il avait 6 personnes il y a 2 ans. Et il est tout seul. Il a décidé, bon, allez, démerdez-vous, je ne sais plus faire, machin. Bon. Il est tout seul, il fait travailler des gens tout seul. Donc tout le monde est tout seul. Bon, c'est un modèle, hein, peut-être le tenter. Mais si vous voulez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut dire que, voilà. Et puis, vous avez toute la simplification de la réglementation, de la législation, 80 codes et 400 000 normes. Bon, les Anglais ont lancé le one in, two out. Chaque fois qu'ils créent un texte de loi, ils en suppriment 2. Bon. Et puis, vous avez tout le problème de l'enseignement de l'éducation nationale. Voilà les 4 blocs de réformes qu'il faut faire pour que l'entreprise soit, je dirais, vraiment au centre du jeu. Et après, il faut introduire de la confiance. Après, ce que je disais aux universités d'été, il y a 3 critères, facteurs clés de succès de tout ça, de cette révolution culturelle et économique durable. C'est retrouver de la confiance. Il faut avoir confiance dans les forces économiques, dans les chefs d'entreprise. Deuxièmement, il faut encourager la prise de risque. Notamment quand vous avez un principe de précaution dans la Constitution, c'est compliqué. Et puis, il faut encourager la prise de risque, même par rapport à la rente. L'argent qui dort, il faut le taxer. L'argent qui est investi, donc qui est à risque, il faut le défiscaliser le plus possible. Et puis ensuite, il faut encourager les réussites, les célébrer.
On célèbre l'équipe de France de football, formidable. On célèbre un magnifique ballet, un concert d'un virtuose, un pianiste, formidable, génial, tout le monde, machin. Mais il faut célébrer les réussites scientifiques, économiques, financières, entrepreneuriales, fondamentalement. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Aux universités d'été du MEDEF, parmi tous les politiques qui sont venus vous voir, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous a donné l'impression d'être au plus près des engagements que vous attendez ? Est-ce que vous allez rouler pour un candidat ? Écoutez, non, surtout pas. Non, ce serait un très mauvais service à lui rendre, à rendre à ce candidat. Nous, on est complètement apolitique. Et encore une fois, moi, je vais vous dire, si on arrive à faire cette révolution culturelle française et que la gauche se réforme vraiment comme elle l'a fait en Angleterre ou en Allemagne, et qu'une alternance d'une droite républicaine avec une gauche républicaine réformiste se mette en place sur les 50 prochaines années, c'est gagné. C'est gagné. Si vous avez... Et donc c'est pour ça que vous pariez quand même sur une alternance, alors. Mais oui, mais moi je parie sur le fait que la classe politique mûrisse totalement sur la question de l'économie de marché qui n'est ni à gauche ni à droite, et sur l'entreprise qui est le vecteur fondamental de création de richesse et d'emploi et de bien-être pour nos concitoyens. Emmanuel Macron, c'était le politique hybride qui était idéal pour vous, si j'ose dire. Emmanuel Macron a beaucoup de qualités, son expérience en entreprise, qui est le point important par rapport aux autres qui ont moins d'expérience dans l'entreprise, voire pas du tout. Sa jeunesse qui est intéressante, son comportement apolitique, je trouve aussi intéressant, même si certains disent on peut pas, il faut être quelque part. Oui, mais bon, il ratisse sur un spectre autour de l'économie de l'entreprise, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Après, je ne connais pas son programme. Donc il faut qu'il dévoile son programme. C'est compliqué de dire a priori c'est bien, mais non, je veux voir son programme, et ensuite, une fois que vous avez le programme des candidats, il faut qu'ils nous expliquent comment ils vont mettre en œuvre. Mais vous aimeriez qu'il se présente à la campagne présidentielle ? Ce serait intéressant. J'espère qu'il n'a pas fait tout ça pour pas se présenter. Donc alors après, je suis pas dans ses chaussures, je suis pas dans sa tête, et donc à lui de prendre sa décision. Ce que je vois encore une fois, c'est que les 4 candidats républicains ont exprimé des choses qui me paraissent très intéressantes. Ils ont été décomplexé sur la suppression de l'ISF, sur la baisse des dépenses publiques en général de 100 milliards, ce qui est important, sur le contournement ou des 35 heures, ce qui est aussi quelque chose d'important. Il faut supprimer quelque part les 35 heures pour pas que ce soit un marqueur de la mondialisation. Moi, je vis très bien avec les... Ça avait déjà été promis par les Républicains qui s'appellent UMP à l'époque, ça n'a pas été fait. Il faut ne plus parler des 35 heures, surtout dans le monde. Il ne faut pas que la France soit le pays des 35 heures, comme on vous le balance, à Singapour, en Chine ou aux États-Unis. C'est un marqueur de French bashing, les 35 heures. Donc il faut tout faire pour dire ça n'existe plus. Alors qu'on reste aux 35 heures et que les gens puissent monter à 40 avec la participation qui va bien, l'intéressement, etc. Bien sûr, il faut donner la possibilité. La défiscalisation des heures supplémentaires. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, que les programmes des Républicains vont dans le bon sens sur le plan économique. Et bravo. Plutôt Juppé ou plutôt Sarkozy ? Je ne vous dirai pas. Voilà. Chacun a sa personnalité et ses programmes. Moi, ce que je voudrais vraiment voir maintenant, c'est comment ils vont mettre en œuvre. C'est-à-dire le sens des réformes. Moi, ce qui me paraît très important, quand je vois la loi El Khomri, elle a été mise en œuvre trop vite presque, sans explication. Qu'est-ce qu'ont retenu les Français ? Ils ont retenu, on va nous licencier plus facilement, et les heures supplémentaires seront moins rémunérées. Voilà ce qui sort de cette loi El Khomri par rapport à tout ce travail. Donc moi, je crois qu'il y a un travail fondamental de pédagogie. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour parler, cette pédagogie, elle peut être faite que par rapport à un sens, un projet de la France. Ce projet, c'est que vous avez 4 grandes mutations. Il y en a 7 au total, mais je les résume en 4. Mutation du digital, NBIC, c'est une révolution majeure. Soit on ne la voit pas, on ne la sent pas, et on va se faire broyer. Soit on la sent, on la voit, et on a tout pour réussir en France. Les mathématiciens, l'école informatique, l'école télécom, les jeunes entrepreneurs, c'est extraordinaire, le foisonnement est réel. Moi, j'ai été voir au Consumer Electronics Show de Las Vegas en mois de janvier dernier, ça fait 3 ans que j'y vais, vous avez une communauté de 150 environ start-upers français. Les Allemands viennent à 15. Vous avez vu que le gouvernement vient d'annoncer une défiscalisation justement des investissements des entreprises auprès des start-up aujourd'hui ?
Eh ben, j'ai pas tout suivi, mais vous m'annoncez une bonne nouvelle et je trouve que si c'est pas lié à une complexité effrayante, mais vous trouvez pas qu'on est déjà de 350 pages de conditions pour respecter, ça devrait aller. Vous trouvez pas qu'on est déjà quand même bien placé? Enfin, je veux dire, on est les rois de la robotique, on est parmi les meilleurs au monde en matière de robotique, on est parmi les meilleurs au monde pour la fabrication de jeux vidéo, bien sûr, sur des marchés qui sont extrêmement porteurs. Mais ces gens-là, je voudrais qu'ils restent en France, avec des équipes françaises, qu'ils montent une boîte et des usines durablement, 3, qu'ils n'aient pas peur de la fiscalité française, 4, et que socialement, ils n'aient pas peur d'embaucher ou qu'ils ne trouvent pas. Parce qu'un patron français, il y a 2 problèmes aujourd'hui. Soit il a très peur d'embaucher, il n'embauche pas, soit il essaye d'embaucher et il ne trouve pas. Véridique. Enfin, si vous voulez, je ne vous raconte pas du baratin, c'est ce que je vois des centaines d'entreprises par semaine. Je ne vous dirai pas ça, moi quand j'applaudis le pacte de responsabilité, j'ai applaudi des 2 mains et des 2 pieds. J'ai dit bravo, Monsieur Hollande, formidable. Voilà, bon, il faut le dire. Bon, quand Manuel Valls est venu aux universités d'été il y a 2 ans pour nous dire j'aime l'entreprise, j'étais debout, j'ai applaudi, standing ovation, bravo. Bon, quand ils font des conneries, excusez-moi, eh ben, je l'ai dit. Et je dis ce que je vois sur le terrain. Ce que je vois sur le terrain, des patrons de plus en plus seuls, parce que les prud'hommes, c'est compliqué, parce que la personne a eu un prud'homme avec un salarié, ça s'est très mal passé, il a mis une partie sur la table, etc. Regardons les problèmes. Moi, je demande aux politiques qu'ils soient pragmatiques. Est-ce qu'on veut créer le plein emploi en France? Si vous êtes dans cet objectif-là, tout se déroule naturellement, mécaniquement. Vous arrivez sur l'entreprise. Pourquoi, monsieur le plombier, vous êtes tout seul? Je vais vous expliquer, monsieur. Voilà, j'ai eu 2 salariés, j'ai eu 2 prud'hommes, ça m'a coûté 50 000 euros, etc. Je peux plus, ça m'emmerde et je suis tout seul. Voilà, monsieur. Voilà ce qu'ils me disent, moi. Bon, est-ce que les politiques iraient voir ces gens pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, vous êtes sur le loi El Khomri version 1 de janvier, qui répondait à un certain nombre de trucs, et malheureusement, la politique s'est mise en œuvre, etc., etc. Et vous avez une loi complètement édulcorée. Donc ce que j'aimerais et ce que j'espère qu'ils vont faire, c'est que les candidats qui vont se prononcer vont expliquer leur programme, vont expliquer comment ils vont mettre en place leurs mesures. Et le comment, c'est donner un sens aux réformes. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous expliquez aux Français ce que j'essaie de faire dans mon livre et aux universités d'été, c'est que la France est à un tournant formidable. On a tout pour réussir. Les 4 mutations, mutation NBIC digital, mutation du climat, de l'environnement, de l'énergie, on a toutes les filières d'excellence, tous les chercheurs là-dedans. Incroyable. Tout ce qui est mondialisation de l'économie, on est mauvais, on a un déficit. Donc vous avez des grands groupes qui exportent, les ETI, les belles ETI qui exportent, vous avez tout un tissu de TPE-PME qui n'exportent pas. Il faut les aider, les accompagner, et donc leur redresser leurs marges. Si vous ne redressez pas les marges, ça ne marchera pas. Et si vous voulez qu'ils créent de l'emploi en France pour aller exporter, il faut déverrouiller le marché du travail. Donc tout est complètement logique. Et 4e révolution, vieillissement de la population mondiale, 10 milliards d'individus sur Terre en 2050. L'Afrique qui va passer de 1 milliard à 2 milliards d'individus à 2050, c'est quand même très important. Ça, on peut rester aveugle et sourd, on s'occupe de rien, tout va bien. Et en 2050, on en reparlera. Ou alors on dit, nos amis africains, ils connaissent la France, 40% des gens parlent le français, ils nous attendent. On a laissé un pas mauvais souvenir globalement. Ils attendent les Français. Eh ben, on va aller créer de l'emploi avec eux, ça fera du business, ça fera de la communication. Enfin, en attendant, c'est une démarche qu'on a un peu laissé faire aux Chinois ces dernières années. Oui, mais si vous en Afrique. On était très présents en Afrique et les Chinois... Si vous avez un président de la République et un gouvernement qui arrive, qui dit « Moi, je vais travailler de main dans la main avec les forces économiques du pays, avec les chefs d'entreprise, qui sont les créateurs de richesses et d'emplois, avec leurs équipes. » Parce qu'un seul d'entreprise, seul, ça ne marche pas. On va faire tout ça. On va mettre en place ces mutations pour recréer de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, les discours que j'entends, on attend la croissance. C'est extraordinaire de voir les politiques, ils attendent la croissance comme la pluie. Sur l'Afrique, vous ne trouvez pas un peu étrange justement qu'on était en position dominante sur beaucoup de pays africains et on a laissé filer cette position au profit des Chinois. Vous ne trouvez pas ça étrange? Parce que là, ce n'était pas le rôle des chefs d'entreprise? Mais les chefs d'entreprise, ils se sont débrouillés dans un environnement qu'ils avaient. Un chef d'entreprise, si vous avez un terreau, qui est un terreau normand avec une bonne terre fertile, arrosée, vous grandissez, vous vous développez, c'est le terreau allemand. Le terreau allemand, il n'y a pas eu d'ISF qui a frappé le Mittelstand allemand. Ils ont 12 000 ETI patrimoniales qui marchent du feu de Dieu, qui ont exporté. Eh bien, j'ai connu ça en France quand j'étais jeune ingénieur, avec des ETI partout, patrimoniales, qui se développaient, etc. Tout le monde était content, c'était la fin des 30 Glorieuses. Et puis après, j'ai connu
la poésie, la philosophie, l'entreprise, non, c'est un objet d'exploitation du peuple par le peuple, etc. etc. Si vous voulez... Vous trouvez que l'entreprise n'est pas assez présente à l'école? Je trouve que... L'esprit d'entreprise. Mais bien sûr. L'éducation nationale, c'est un endroit... je connais un certain nombre de professeurs il y a beaucoup de personnes très très bien. Je fais des classes en entreprise à Radial. Je prends des classes de 30 personnes avec les professeurs. Ils viennent, ils prennent une salle de réunion de mes usines, je les immerge, ils font cours de maths, de philo, de français, etc. Et toutes les 2 heures, ils vont voir un salarié. Ils discutent pendant 20 minutes ou une demi-heure avec un salarié. Donc, ils découvrent des métiers. Ils découvrent des métiers heureux, des gens heureux, des ouvriers qui tutoient les ingénieurs, des gens fiers de leur métier, fiers de leur entreprise, fiers de leur patron parfois. Et ça, vous ne le montrez pas à la radio, vous ne le montrez pas à la télé. Ce que vous montrez à la télé, ce qu'on a montré à la télé pendant 20 ans, pendant 10 ans, notamment 2000 à 2010, je me souviens, tous les 20 heures, les plans de restructuration, les salariés qui pleurent, les Chinois qui viennent nous envahir, l'industrie c'est foutu, le patron c'est un salopard, etc. C'est ça qu'on a montré. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc moi, ce que je dis, montrons les atouts de la France, montrons ces mutations dont j'ai parlé, formidable opportunité, montrons qu'il n'y a que l'entreprise qui pourra sauver le pays, je suis désolé, et que si on n'apprend pas ça à l'école, alors il faut l'apprendre de façon diplomatique, je dirais adéquate, idoine, parce qu'après, bien sûr, il y a des excès, bien sûr, on en connaît tous, bien sûr, tout n'est pas le paradis sur Terre, mais je pense que, nous, on fait beaucoup de rapprochement des mondes. Donc là, c'est entreprise, c'en est une. On fait Vitavie, etc. On fait des profs en entreprise, on fait des témoignages. 100 000 entrepreneurs de Philippe Ayat, qui est un formidable lobbyiste de l'esprit d'entreprise dans les collèges. Bon, tout ça, il faut continuer. Ce que je voudrais, c'est qu'on dépolitise la France, si vous voulez. C'est cette politisation à outrance du dialogue social que vous trouvez partout, de rapports de force continus. Bon, alors, ce qui me rassure, et c'était le tout début de mon intervention, c'est je crois que la majorité socialiste a engagé ce virage entrepreneurial. Il faut continuer, il faut l'accompagner. Les républicains sont décomplexés sur des choses qui étaient des totems, des tabous. On n'avait pas le droit d'en parler. Donc ils le mettent sur la table. Ouf, tant mieux. Enfin voilà, il faut y aller. Enfin les gars, voilà. Et puis les jeunes veulent être tous entrepreneurs. Si vous avez fait un sondage il y a 10 ans, les jeunes voulaient être fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires. Je suis marié à une fonctionnaire. J'ai mon petit frère qui est fonctionnaire. J'ai mon beau-frère qui est fonctionnaire. J'adore les fonctionnaires individuellement. Sauf qu'il y en a beaucoup. Donc je dis qu'on puisse... que nos jeunes veulent être plutôt entrepreneurs à 57% les sondages, c'est génial pour la France. Et enfin, dernier sondage très intéressant pour nous, c'est que nos concitoyens considèrent les TPE, PME, l'entreprise d'une façon générale, mais les plus petites, c'est vrai, comme étant l'institution la plus importante pour le pays. Devant la justice, la police, l'armée. Tout dernier, 30e, les politiques. 29e, les médias, les journalistes. Je suis désolé. C'est les sondages. Je prends pas mal. Je suis même salarié d'une entreprise. Ah bah voilà, très bien, bravo. Donc mais tout ça pour vous dire, si vous voulez, que je crois que ça bouge en France. C'est ça, et c'est ça qui me rend très optimiste sur le pays. Le seul problème maintenant, c'est qu'il faut continuer de dépolitiser, je dirais, la dichotomie de gauche-droite qui vraiment m'insupporte totalement aujourd'hui. Pierre Gattaz, ça fait 40 minutes que nous discutons. Ce que je vous propose, c'est de consacrer un petit peu de temps qui nous reste éventuellement à des questions de gens qui sont dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question à Pierre Gattaz? Quelqu'un? Non? Oui, madame? Bonjour. Alors, on va vous apporter un micro. Comme ça, on vous entendra bien. Présentez-vous, merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle Gracien et j'ai créé mon site qui s'appelle Afrique News en tant qu'auto-entrepreneur. Et j'aurais voulu savoir si pour vous, M. Pierre Gattaz, l'Afrique et l'outre-mer sont une richesse pour la France. Vous avez déjà répondu en partie à la question. J'ai en partie répondu sur l'opportunité de l'Afrique pour la France. Par le fait que l'Afrique va passer de 1 milliard à 2 milliards d'individus et qu'à 40% elle parle le français et que nous sommes attendus en Afrique. Les Africains me disent vous avez laissé des très belles choses en France, des collèges, des hôpitaux, en Côte d'Ivoire, etc. Et on voit maintenant les Chinois, les Turcs, venez nous voir. Donc j'en suis à ma 4e
5e délégation en Afrique prochainement, donc j'emmène des délégations de PME, de TPE en Afrique. Donc je crois que c'est le même fuseau horaire, il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas louper le réveil africain, voilà, pour les Français. On a loupé le réveil chinois, il ne faut pas louper le réveil africain. Et les Outre-mer, pour moi, c'est extraordinaire l'Outre-mer. Pourquoi? Parce que le monde est équipé, le monde attend à la France. Et c'est vrai. On incarne pour les Asiatiques un art de vivre, des valeurs culturelles, la philosophie, des choses très très belles, l'élégance des femmes. C'est ça les Chinois, les Asiatiques, ils adorent la France. Mais vous n'êtes pas là les Français. Voilà, on voit les Suédois, on voit les Allemands, tout d'habitude. Bon. Donc on a des atouts sous le pied inimaginables. Donc les territoires d'outre-mer sont là, sont les postes avancés de la France, de la mondialisation. Quand je vais en Guyane, eh bien, en effet, j'ai des chefs d'entreprise un peu traumatisés parce qu'ils se retrouvent avec des Brésiliens qui veulent venir en France, qui viennent en Guyane d'ailleurs, etc. Enfin, tous les problèmes que vous connaissez, les problèmes de gens qui arrivent assez massivement, qui deviennent français progressivement, enfin, par tous les moyens qu'on connaît, et qui disent mais on a un territoire qui fait 2 fois la Bretagne, qui est la première biodiversité européenne, et on est sur le continent d'Amérique latine. On a tout pour réussir. Il faudrait vendre des produits aux Brésiliens, à Suriname, à nos voisins colombiens, etc. Ils ont besoin de tout. Or aujourd'hui, on abandonne, et on a totalement abandonné, je dirais, ou pas utilisé plus exactement. On ne les a pas abandonnés, mais on ne les utilise pas comme vecteur de croissance, comme vecteur avancé. Quand vous êtes à La Réunion, ils sont à côté de l'Afrique. L'Afrique était équipée, donc le chef d'entreprise de La Réunion, je dis, mais il y a... Donc nous sommes en train de travailler sur un projet Outre-mer au MEDEF, qui est un programme à 5-10 ans, pour dire ce sont des territoires géniaux de la mondialisation de la France. Alors maintenant, il faut travailler sur la fiscalité, le social, comme d'habitude, enfin, tout ce que vous connaissez. Et enfin, il y a un autre truc très intéressant d'outre-mer, c'est que quand vous regardez la superficie de la France, qui est un carré échancré de 1000 km par 1000 km, ça doit faire un carré de 1 million, échancré, ça fait 700 000 km², pour simplifier. Vous passez avec les territoires outre-mer et tout le maritime, vous êtes à 20 millions. Vous multipliez quasiment par 25 le territoire français, terrestre et marin. Donc tout ce qui est économie de la mer, qu'on ne connaît pas bien, les algues, les poissons, les bactéries, enfin, il y a un truc gigantesque. Donc de nouveau, si vous dites le monde est équipé, le futur est inventé, et c'est ce que nous avons écrit dans un bouquin qu'on a sorti, qui est en librairie, qui s'appelle « Le monde change et la France ». 7 défis pour faire gagner la France, que vous trouvez dans les meilleures librairies. Nous avons commencé à mettre des pieds sur les filières d'avenir. Eh bien, sur la mondialisation, c'est l'outre-mer, on a commencé à en parler. On va continuer de raffiner et puis tout ce qui est économie de la mer, énorme. Donc voilà, pourquoi, si vous avez une vision un peu de Christophe Colomb ou de Magellan, que je demande pour la France, une vision d'entrepreneur, vous voyez des opportunités de fou. Alors c'est des prises de risques, c'est pas facile, il faut y aller, il faut se mouiller. Et si vous êtes en effet dans l'assistanat continuel à défoncer par la fiscalité les preneurs de risques et de croissance, ça ne marchera pas. Donc on va se mettre sous la couette et puis on va finir par mourir sous la couette. Oui. Donc voilà, Outre-mer et Afrique, 2 opportunités gigantesques pour la France, de croissance et d'emploi. Merci. Une autre question? Vous êtes très convaincant apparemment. Monsieur là-bas derrière la caméra. Monsieur. Oui, bonjour Monsieur Gatras, je suis Rocalandong. Je gère aussi un web média qui s'appelle Cadivox. Je travaille beaucoup plus sur l'actualité centrafricaine et dans la sous-région d'Afrique centrale. J'aimerais connaître quelles sont les relations qu'avez-vous, que le MEDEF a ici au niveau de la France avec les patronats africains. Alors, ça tombe très bien. Je crois que nous recevons une grande majorité de patrons africains. Je crois que c'est le 23 septembre au MEDEF. Donc, nous faisons une grande réunion de patronat africain au MEDEF. Mi-septembre ou mi-octobre. C'est prochain. Donc, vous voyez, on essaye de travailler ensemble. Ce que je vois des visites que j'ai pu faire, c'est que vous avez beaucoup d'entrepreneurs en Afrique et des jeunes entrepreneurs. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs du numérique en Afrique. Donc beaucoup de créativité et des jeunes qui, comme en France, veulent s'en sortir dans leur pays et ont des potentiels formidables. Donc si on arrive à faire éclore ces potentiels et ces énergies, c'est très très bien. Et si la France peut contribuer à ça, c'est encore mieux. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de travailler sur les priorités de ces pays et de ces patronats africains. Merci.
Une question. Oui, bonjour Monsieur Gattaz et Carasoli donc de Cadevox et puis aussi de Télésud. Et je voulais savoir votre position sur le CV anonyme parce que malgré la mise en place de ce CV, les jeunes trouvent toujours que cela ne bouge pas trop vers les entreprises. Et puis ma seconde question, c'est personnel. Est-ce que vous êtes à nouveau candidat pour votre succession? Sinon, qui sera votre prochain successeur? Merci. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Avez-vous le CV anonyme de votre successeur? Non, écoutez, moi quand je suis rentré au MEDEF et pendant ma campagne, j'avais annoncé une promesse de campagne qui était je ferai qu'un seul mandat et pas plus, de 5 ans. Et j'ai été élu, et donc j'ai mis en œuvre ma promesse. Alors j'en ai parlé avec quelques politiques qui m'ont dit mais tu devrais pas mettre en œuvre tes promesses. Alors je dis bah si, je mets en œuvre ma promesse parce que je trouve que c'est d'abord c'est un peu je pense qu'il faut pas devenir apparatchik et il faut pas distordre. Moi j'ai une mission de 5 ans pour mon pays, je vais pas commencer à aller chercher des voix à droite à gauche en édulcorant mon discours ou en pensant à ma réélection. Donc je me suis dit il faut surtout pas penser à sa réélection, comme on peut le voir parfois dans le monde politique. Et je pense que de montrer l'exemple, peut-être aussi, c'est de dire moi je fais un mandat et un seul. Et puis je fais le mieux possible avec mes qualités et mes défauts pour essayer de faire bouger le pays. Et je ne connais pas encore mon successeur. J'ai dit que c'est dans 2 ans maintenant ma succession, ce sera en juillet 2018. Et j'ai dit à tout mon conseil exécutif et mon bureau qu'il ne faut pas commencer à perturber je dirais, le fonctionnement du MEDEF par une élection anticipée. Donc on commencera la campagne, le 2 janvier 2018, 6 mois avant. Ça suffira largement. Sinon, de nouveau, ça va perturber le fonctionnement du MEDEF et c'est pas bon. Donc ils sont au courant. Et il y aura sans doute quelques candidats. Certains sont plus ou moins déjà déclarés, d'autres, j'espère, se déclareront. Voilà. Et après, on n'oublie pas la question sur le CV anonyme, mais après, oui, est-ce que vous pourriez faire de la politique ou rentrer dans un gouvernement comme l'ont fait Thierry Breton, Francis Maire? Je n'ai pas pensé à cette question. Moi, je suis profondément patriote et j'adore mon pays, mais je suis entrepreneur avant tout, si vous voulez. Donc, faire de la politique, je n'ai pas imaginé de faire de la politique. Voilà. Et sur le CV anonyme sur le CV anonyme, moi je suis de ceux qui pensent que la diversité est une force de la France. Et j'ai pas d'opinion. Moi je pense que tout le monde peut arriver, quelle que soit son origine, avec une expérience formidable, une énergie, une volonté de réussir. Donc, CV anonyme, pourquoi pas. Après, il faut voir la personne. Alors, si ça permet d'améliorer le fait que cette personne va venir à un entretien et pourra se vendre, bravo. J'ai pas d'autres commentaires à faire et j'ai pas de statistiques sur la puissance du CV anonyme, est-ce que ça a marché ou pas. Donc, je peux pas vous répondre précisément. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai fait pour le MEDEF dans les banlieues depuis 2 ans, c'est que j'ai beaucoup poussé l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui sont, en effet, des jeunes de quartier, venant de tout horizon, et qui rêvent d'être entrepreneurs. Et ça, c'est formidable. Donc, ça veut dire qu'on les forme. On a formé déjà 3 promotions de 15 personnes qui ont créé leur boîte après, la plupart d'entre eux, et on les a aidés, on les a coachés. Et donc, ce sont des gens qui sont des modèles dans leur quartier. En plus, ils ont tenté. Ceux qui réussissent, c'est encore mieux. Ceux qui échouent, c'est pas grave. L'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Eh bien, ils reviendront salariés, et puis ils recréeront une entreprise. Et l'idée, c'est ça, c'est de promouvoir cet esprit d'entreprise partout. Parce que plus il y aura d'entrepreneurs partout en France, et mieux on se portera. Monsieur. Oui, à plusieurs moments dans votre intervention précédente, vous avez évoqué la jeunesse. Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Philippe Dacosta du groupe Massif. À plusieurs moments dans votre intervention précédente, vous avez évoqué les problématiques et les enjeux de la jeunesse. On sait que dans les mois qui viennent, ça va être un sujet ô combien central. Je voudrais un petit peu vous entendre davantage sur la place que le MEDEF peut prendre dans le changement d'échelle du modèle d'éducation de l'alternance. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui que les mentalités évoluent, qu'un certain nombre de jeunes auraient envie peut-être d'aborder l'éducation autrement
et qu'ils se heurtent véritablement à des difficultés, que ce soit pour trouver des stages, que ce soit aussi dans l'opinion publique sur la représentation que peut avoir une autre forme d'éducation que nos voisins allemands, suisses en particulier, ont largement promu ces dernières années. Et il me semble que c'est un sujet qui doit sans doute être au cœur des débats d'éducation dans les prochains mois. Alors j'aimerais bien vous entendre et voir quelles sont les propositions du MEDEF sur ce sujet. Alors, on aime faire des propositions, mais on aime agir encore plus, comme chef d'entreprise. Et depuis 3 ans, 2 ans maintenant, en fait, plus de 3 ans, on fait la promotion des métiers de l'apprentissage. Donc, vous savez, les chiffres français, c'est 25% de jeunes au chômage, alors que les Allemands ont 6% de chômage, 5% de chômage, mais 7 ou 8 de leurs jeunes seulement. Nous formons que 350 000 apprentis par an en France. Les Allemands forment 1 200 000 apprentis par an, donc presque 4 fois plus, 3-4 fois plus. Les Suisses ont 30% seulement de bacheliers académiques et 70% de jeunes qui ne sont pas dans la filière académique, qui sont dans la filière apprentissage, alternance. Donc vous voyez cette différence incroyable, et les Suisses ont 3% de chômage des jeunes. Donc vous avez parfaitement raison, c'est un sujet majeur, mais majeur de chez majeur en France. Donc il faut réhabiliter les métiers de l'apprentissage. Nous avons fait une campagne à la télévision qui s'appelle Beau Travail pendant 6 mois, il y a 1 an et demi, qui montrait des jeunes filmés, soudeurs, chaudronniers, poissonniers, bouchers, webmasters, hydrauliciens. Enfin, il y a 150 métiers demandés par les entreprises non pourvus. Moi, je cherche toujours des décolleteurs pour mon usine du Jura depuis 2 ans. Alors, je trouve des apprentis, on les forme, mais j'aurais eu besoin de décolleteurs opérationnels tout de suite. Je ne les ai pas trouvés. Donc, vous avez vraiment des problèmes. Et donc, on a mis à l'honneur ces métiers, ces jeunes, qui parlaient avec passion de leur métier, en mettant la rémunération d'embauche qui est en général élevée, plus élevée qu'un poissonnier d'embauche, c'est au-delà du SMIC, hein, bien au-delà. Un soudeur, c'est pareil. Et après, le nombre d'emplois vacants, 4500, 5000 sur toute la France, et aller contacter beautravail.org, et là, la personne, le jeune ou le parent, pouvait aller voir beautravail.org, où on répertoriait les métiers du décolletage, les demandes, ou les CFA, donc centres de formation et apprentissage, par région, en fonction de la localisation du gars. Donc c'est quelque chose qui vit très très bien. Tous les salons de jeunes, d'étudiants, on est présent. Et on a fait quelque chose de mieux encore, on participe au Tour de France cycliste. Donc cette année, par exemple, ça fait 2 ans, on a 2 voitures Beau Travail MEDEF. Alors avant, on ne voulait pas mettre MEDEF pour éviter de recevoir des tomates. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on ne va pas mettre MEDEF ? MEDEF, c'est le plus beau mot du monde. C'est Mouvement des entreprises de France. C'est pas plus magique que le mot MEDEF. Donc soyons fiers du mot et de l'institution. Représentons des entreprises, donc des communautés humaines d'hommes et de femmes. Donc on a mis MEDEF. On n'a pas reçu de tomates. La plupart du temps, on était applaudis d'ailleurs, formidable, parce qu'on mettait à l'honneur des jeunes de l'apprentissage au point de départ, aux étapes de départ. Et on avait demandé à ces jeunes, à chaque région traversée, ou avec le CFA du coin, Centre de formation et d'apprentissage, de faire un vélo. Donc ils ont fait des vélos formidables. Alors, à Limoges, c'était un vélo en sucre. Il y a eu un vélo en bois, des vélos en acier, des vélos en tube de plomberie, des vélos de toute façon, de toute la France. Il y en a eu 22 étapes, 22 vélos. On a fait un petit concours et on les mettait à l'honneur le matin avant le départ et à l'arrivée du Tour de France. Donc ça a permis aussi, avec ces stands volants qui étaient dans le village, de mettre à l'honneur et de mettre en promotion ces métiers de l'apprentissage auprès des familles, de la population. Il faut réhabiliter ces métiers. Deuxièmement, il faut que l'éducation évolue et que la région évolue. En effet, il y a encore trop de séparation entre l'enseignement, l'éducation et l'entreprise. Donc nous, on veut des co-responsabilités sur les métiers de l'apprentissage, sur les formations elles-mêmes. C'est compliqué. De temps en temps, on y arrive, mais c'est pas encore naturel. Donc là, il faut vraiment être ensemble. Et les régions, c'est pareil. Les bassins d'emploi, parfois, ont tendance à dire « non, c'est moi qui m'occupe de l'emploi dans ma région ». Ils viennent de récupérer tout l'argent de l'apprentissage des entreprises, loi Sapin, qui nous a fait beaucoup de mal. Donc l'argent part dans les régions, ça tourne, puis ça retombe de temps en temps. Donc là, il faut revenir à le modèle allemand, il faut investir directement. Les entreprises doivent investir dans les CFA ou dans leur centre de formation. Donc si tout est compliqué comme en France, ça ne va pas marcher. Donc revenons à la confiance dans l'entreprise. Voilà, point. Merci. Je vous propose de prendre 1 ou 2 dernières questions. Monsieur, vous apportez le micro. Pardon, je me présente Michel Dalle. Oui, vous avez parlé, M. Gattaz, là, de le plein emploi.
Mais c'est formidable, le plein emploi, tout le monde, enfin, une grande majorité de Français voudraient y arriver. Alors, est-ce que vous avez des solutions? Et dans la durée, dans combien de temps on pourrait envisager le plein emploi? Alors, je vais être très impertinent, comme d'habitude. Moi, je dis, c'est de la mathématique que je vais faire. Pour passer de 10% à 6% de chômage, il faut créer 2 millions d'emplois. D'abord, ça énerve tout le monde. Oh, Gattaz, j'ai déjà promis 1 million, etc. en 5 ans. J'ai rien promis du tout. J'ai juste dit qu'il faut qu'on le fasse. On ne vous a pas posé la question. C'est un objectif. Vu, mais je vous réponds. C'est un objectif. C'est comme un nombre de médailles aux Jeux Olympiques. Vous n'arrivez pas en disant je vais remporter 50 médailles. Vous vous donnez un objectif d'être au-dessus de 40 médailles. Bon, puis l'objectif, vous l'atteignez ou pas. Quand vous êtes dans une entreprise, vous ne pouvez pas vous donner d'engagement, surtout de création d'emplois. On sait que l'emploi, c'est une conséquence. Bon, qu'est-ce que nous avons fait au MEDEF pendant 1 an? Nous avons écrit que 1 million d'emplois, c'était possible pour passer de 10% à 8%, à la condition que des mesures se fassent. Moi, quand je vois tous mes petits plombiers, électriciens, etc., les artisans, les commerçants, qui sont toujours tout seuls, que je me dis, mais pourquoi vous avez peur? Mais enlevons les peurs. Bon, enlever les peurs, c'est plafonner les prud'hommes. C'est d'enlever les seuils de 49 et de 9 et de 49, de les supprimer, de les lisser. C'est d'avoir une seule instance unique du personnel et pas 4. Quand vous passez le seuil de 50, vous avez jusqu'à 4 instances, le CHSCT, le comité d'entreprise. Bon, est-ce que nos salariés sont plus heureux? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Le chef d'entreprise, il a la trouille de tout ça, surtout quand il est petit. Donc si vous écoutez les chefs d'entreprise, voilà, on les écoute, puis on leur dit pourquoi vous embauchez pas? Mais à cause de ça, ça, ça et ça. Voilà. Et ben vous réglez le problème. Et là, nous avons fait un livre qui s'appelle 1 million d'emplois, c'est un livre jaune, et vous avez tout dedans. Vous avez l'apprentissage, faire 50 000 apprentis de plus par an, c'est possible, en faisant 2-3 mesures. Vous avez le travail le dimanche, le travail après 21h. Si c'est très très compliqué à mettre en œuvre, vous ne le ferez pas. Au Canada, c'est immédiat, vous le faites, boum, voilà, c'est simple. En Angleterre, c'est très simple. Aux États-Unis, c'est très simple. Vous avez tout ce qui est lissage des seuils sociaux. Vous avez la généralisation du chèque emploi service universel, le CESU, qui permet rapidement à tout un chacun de pouvoir embaucher quelqu'un rapidement et de le payer. Il y a quelques mesures à prendre. Plafonnement des prud'hommes, j'en ai parlé. Bon, ça peut créer 1 million. Donc déverrouiller le marché du travail. C'était l'idée de la loi El Khomri qui n'a pas malheureusement été faite. Et ensuite, pour passer de 8 à 6%, c'est-à-dire de créer le 2e million, là, vous avez besoin de croissance. Car si vous n'avez pas de croissance, ça va devenir très compliqué. Et la croissance, au-delà de 1,5% en France, globalement, c'est le consensus des économistes, commence à faire recréer de l'emploi, au-delà de la démographie française. J'ai fait le calcul, si vous voulez, 2 millions d'emplois, vous avez, ça fait 360 000 emplois par an. Il y a 220 et 140. 220, c'est ce qu'il faut vraiment créer. Parce que vous, c'est 2 millions en combien de temps? Mais c'est en 5, 7 ou 8 ans, mais à la limite, on s'en fiche. Ah oui, c'est ça. Non, mais attendez, on s'en fiche. Ah non, on s'en fiche pas. Mais non, mais si on peut le faire en 5 ans. Alors, je vais vous dire autre chose, c'est que la France l'a déjà fait entre 1998 et 2003. On a créé 2 200 000 emplois en 5 ans. 98-2003, je crois, de tête. Et ensuite, on a créé 1 million d'emplois entre 2003 et 2008. Donc on me dit, mais c'est pas possible. Et après, il y a eu la crise. Et il y a eu la crise. Mais si vous voulez, après, ce que je démontre aussi, c'est que les Anglais ont créé plus de 2 millions d'emplois en 5 ans. Là, ils viennent de le faire. Les Allemands viennent de créer 1,4 million emplois en 5 ans. Moyennant quoi, ils ont un taux de pauvreté qui est largement supérieur à celui de la France. Je ne sais pas, mais moi... Il y a un écart assez fort entre les gens qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas et qui sont dans la pauvreté plus qu'en France. Ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'ils donnent la possibilité à plus de gens d'avoir un emploi, et notamment aux jeunes. Est-ce que la vraie détresse, c'est d'être... C'est quoi? C'est d'être avec un emploi peut-être un peu précaire, peut-être moins bien payé, mais d'avoir la possibilité de progresser et d'avoir un espoir de progresser, ou d'être durablement au chômage? Moi, je pose la question. Je crois qu'il vaut mieux donner un emploi qui, pendant quelques mois, est peut-être plus compliqué, plus dur, mais le gars a un pied dans l'entreprise que 2 pieds dehors. Voilà. Donc, je pense qu'ensuite, il faut se reposer cette question. Donc, si notre modèle social conduit à avoir 10% de chômage et 25% chez les jeunes, moi, je trouve ça scandaleux. Surtout que nos voisins nous prouvent qu'ils ont créé de l'emploi en prenant des mesures. Alors, après, en effet, il faut des bons emplois. Là où je vous rejoins, si c'est des emplois... je dirais, il faut idéalement créer des bons emplois. Et je sais que la France peut créer des bons emplois. Donc voilà, vous avez déverrouillé le marché du travail qui permet de faire une première progression.
Et ça, c'est fondamental. Et la deuxième progression pour arriver au plein emploi, c'est la croissance. Et la croissance, il faut aller la chercher. On va la chercher où ? Dans les mutations dont j'ai parlé. Si vous dites à tous les gars, les chefs d'entreprise, vous êtes des types formidables, vous êtes les héros de la nation, je le crois fortement, c'est vous qui créez la richesse, vous êtes les Christophe Colomb, vous êtes les Magellan, et vous êtes endettés, et vous devez rembourser, et vous n'avez pas, et demain vous ne savez pas si vous aurez des commandes, et malgré ça, vous embauchez. Bravo, formidable, on a besoin de vous les gars. C'est ça qu'il faut dire aux Français, c'est ça qu'il faut dire aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales. Si vous avez les forces vives avec vous, en disant on va construire cette France de demain et on va tenter d'aller au plein emploi, objectif, pas engagement, objectif, ensemble on va y arriver. C'est ça que j'attends moi des politiques, c'est qu'ils nous disent ça, on vous aime et on va le faire avec vous. Et nous, on va aller avec eux. Et nous, on va aller avec eux. Merci. Est-ce qu'il y en a qui l'ont dit ? Pas encore, j'attends. J'ai eu un j'aime l'entreprise à l'université d'été, mais ce n'était pas suivi des fêtes. On va prendre une dernière question. Monsieur. Oui, Michel Fremder, je suis directeur SNCF et président des trains exposition. Je vous vois. Je suis là. C'est une réflexion et aussi une question. D'abord, votre enthousiasme me fascine, parce que je ne vous cache pas que quand nous sommes arrivés ici tout à l'heure avec Edith Rebillon, mon adjointe, le moral était très bas. C'est très bas pour différentes raisons, parce que d'abord, c'est bien d'avoir le moral bas dans ce pays. Parce que vous allez devoir acheter plus de locomotives que ce que vous vouliez peut-être. Certainement, certainement. C'est ça ? Non, mais moi j'avais un livre de chevet qui s'appelait « Le rage de convaincre », qui était un livre de Marcel Bleustein-Blanchet, alors que beaucoup ici n'ont pas connu, mais c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. On avait cette rage de convaincre. Et nous mettons sur rail tout prochainement un train qui s'appelle le train pour l'emploi et l'alternance, dans lequel le MEDEF sera présent. Avec Pôle emploi, avec l'AFPA, etc., etc. Et quand nous sommes allés en Chine, j'avais la tentation de rencontrer des chefs d'entreprise. Nous avons, sans rendez-vous au départ, rencontré 7 chefs d'entreprise en l'espace de 8 jours, de grosses entreprises. Ici, nous montons le train de l'emploi et de l'alternance. J'essaie de rencontrer des directeurs de fédérations, des directeurs d'entreprises, et vous passez par le standard, qui vous passe la sous-secrétaire, qui vous passe la sous-sous-secrétaire, qui vous passe ensuite le sous-directeur de la communication, etc., etc., et vous n'avancez pas. Et pour faire un train qui est le train de l'emploi, qui exactement va dans le sens de ce que vous voulez développer, c'est-à-dire l'alternance, monter quelque chose, cela fait 3 mois que nous nous battons sans arriver à rien. Il faut passer par le MEDEF alors. Non mais je crois qu'on va y arriver. Oui, non, mais rassurez-vous. Mais on va vous aider. On va vous aider. Monsieur, au-delà de la question posée sur le train de l'emploi, c'était un petit peu la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des lourdeurs tout simplement dans l'entreprise, et est-ce qu'effectivement, c'est pas une pierre dans le jardin des entreprises ? Si vous voulez, bien sûr que on aimerait avoir plus de répondants, et bien sûr qu'on a tous nos responsabilités. Je ne les cache pas. Et ce que je vois, si vous voulez, c'est que bon, là, l'ambiance est un peu meilleure, parce que les commandes sont un peu revenues, parce que on voit bien les entreprises, même à l'université d'été du MEDEF, c'était un peu plus jovial et convivial que l'année dernière à la même époque. Mais vous savez, quand vous avez certaines entreprises, je pense aux bâtiments ou au TP, qui sont depuis 3, 4, 5 ans dans une crise avec des progressions négatives de chiffre d'affaires, en se disant, là, je ne vais pas pouvoir tenir, j'ai plus que 6 mois de... Vous avez un stress énorme, parce que vous risquez d'aller au tapis. Et au tapis, en France, vous savez ce que c'est, hein, c'est quand même... c'est d'abord des licenciements, vos collaborateurs, etc. Et ensuite, c'est les dettes. Enfin, c'est très grave. Donc, vous avez quand même, en France, des gens qui ont vécu une crise larvée terrible. Et quand ça dure 2-3 ans, on s'en sort. Quand ça dure 3, 4, 5 ans, c'est très, très compliqué pour le moral des troupes, le moral des patrons. Et donc c'est là où vous sentez très très mal des dispositifs anti-économiques comme la pénibilité. Vous êtes déjà la tête dans le sac et en plus on vous rajoute de la complexité. Donc je pense que ça peut expliquer aussi que les entreprises aujourd'hui se réveillent un peu, sont encore en convalescence. Elles ont beaucoup d'espoir sur mai 2017 en espérant que les gens éclairés, encore une fois, de tout parti puissent comprendre que c'est eux qui vont créer la richesse et l'emploi. Et donc ça peut expliquer, si vous voulez, une réticence peut-être de certaines entreprises de vous accompagner. C'est vrai, non, mais vous expliquez tout à l'heure quelque chose de très vrai. C'est-à-dire, quand on parle sans arrêt des choses catastrophiques, on parle toujours de nos trains en retard.
nos trains, l'heure, n'intéressent personne. Exactement. Et c'est vraiment... Voilà, directeur de la SNCF. Mais oui, mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Et c'est là où les journalistes ont un rôle important, et ceux qui sont dans la salle, je reparle souvent, c'est que c'est vrai qu'on vend parfois souvent du papier avec des mauvaises nouvelles, des scoops, etc. Et c'est pour ça que notre livre, Les 7 défis de la croissance, c'est peut-être un peu mon livre aussi qui est ici. La France de tous les possibles, donc. Oui, j'essaie d'être... Voilà, j'essaie de faire un bouquin enthousiasmant, d'optimisme. Qui nous promet donc les 30 audacieuses. Oui, et les 30 prochaines années. Et les universités d'été du MEDEF qui sont passées, on était sous ce sigle-là aussi. On a bossé pendant 9 mois sur cette université. Et on s'est dit, bon, allez, si on commence à repleurnicher sur la fiscalité, la C3S, bon, ça va emmerder tout le monde. Bon, allez, on y va. C'est les atouts, les mutations, les machins. Et on a positivé à mort, en fait. On a essayé de positiver. Eh bien, c'était une université d'été particulièrement réussie. Si ça Pardon, j'en prie. J'ai vu des gens qui ne connaissaient pas le MEDEF ni les entreprises, des vétérinaires qui sont venus, etc. Et ils ont dit, c'est un bain, une pêche extraordinaire pendant 2 jours. Donc, je vous encourage à venir aux universités d'été de 2017, pour ceux qui ne sont pas venus, pour prendre un grand bain d'optimisme et d'enthousiasme. On va finir sur ce grand bain d'optimisme. Merci Pierre Gattaz, merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci à vous tous. Merci à vous tous pour votre présence. Merci aux internautes qui nous ont suivis en streaming. Et puis Pierre Gattaz, donc vous allez dédicacer votre livre. Si il y en a encore quelques-uns qui veulent une dédicace, je serais ravi de pouvoir vous la faire. Merci beaucoup. J'en prie. Merci de m'avoir écouté.